Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 8 août 2022. Hier, nous sommes passés de 31 degrés Celsius. Je le dis en Celsius parce qu'aussi, en Amérique du Nord, on pense encore en Fahrenheit, même si le système métrique est rentré est en vigueur depuis une bonne cinquantaine d'années au Canada. Et ce matin, il faisait 14. Alors vous imaginez, hier soir, 31, ce matin, 14. Dérèglement climatique, sans doute. Il existe des livres, il existe toutes sortes de livres. On finira par réaliser ce projet avec Luc, qui se reconnaîtra peut-être. Mais celui-ci qui m'est tombé du ciel, je dirais. Je vous le montre. Histoire insolite du patrimoine littéraire. On revient aux fondamentaux, n'est-ce pas? Et de Gérard Durozoy. Et c'est publié aux éditions Hazan en 2019. Donc, c'est un livre relativement récent. Gérard Durozoy, né en 1942, était professeur, enseignant de philo. Et il a dirigé plusieurs collections. Il a écrit plusieurs livres, l'encyclopédie du surréalisme, entre autres. Et il a écrit 50 présentations de catalogues d'artistes. Et cette histoire insolite du patrimoine littéraire, j'aurais envie de dire que c'est une sorte de non-livre. Il se lit tellement facilement et on y apprend beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'y apprends beaucoup de choses. Et même, je réapprends certaines choses que je savais déjà. Mais il y a certains domaines où on doit... En fait, il n'y a pas de gêne à y revenir sans cesse. Il n'y a pas de... Comme un paysage, mille fois visité. Des auteurs qu'on connaît très 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 bien, qu'on a beaucoup pratiqué, et de les retrouver sous la plume d'un autre amateur, dans le sens d'amoureux, c'est un bonheur aussi de lecture. Alors oui, j'y ai appris un certain nombre de choses. J'y ai découvert un certain nombre d'auteurs, pas en grand nombre, toutefois, mais ce n'est pas tant aussi les découvertes ou les redécouvertes qu'on y fait qui est intéressant dans ce livre, c'est la manière de. C'est une sorte de promenade, j'aurais presque envie de dire légère, mais c'est pas le bon mot non plus. Une sorte de promenade familière, voilà. Une promenade familière, on connaît le chemin, on l'apprécie, on y redécouvre toujours un petit élément qui nous avait échappé. Et en quelque sorte, ça nous est étrangement familier. Alors, on reconnaît ici le célèbre scribe, hein, n'est-ce pas? Le rat de bibliothèque de Carl Spitzweg. Alors oui, il y est question entre autres de la bibliothèque d'Alexandrie, celle de Tombouctou. Borghèse est évidemment cité. Borghèse, toutes les bibliothèques s'inscrivent sous le très haut patronage de l'Argentin. On n'y retrouve pas Umberto Eco, cependant, à moins que je l'ai parcouru trop rapidement. Ah, voilà, excusez-moi, il y a un camion de livraison à cette heure avancée. On y retrouve Guy Debord. On y retrouve également Gerasim Luca. Et peut-être c'est ce que je vais vous lire. J'hésitais aussi, je vais vous donner un exemple de titre. Comment sortir sans s'en sortir? Comment s'en sortir sans sortir, pardon. Un texte consacré à Luca. Marcel Duchamp et la mort de Murphy. Samuel Beckett, Murphy. Savoir lire en transparence les chants d'innocence.
Les champs d'expérience de William Blake. Confucius était-il contre la peine de mort? Peut-on prévoir la fin du monde? Alors évidemment, ce sont des textes liés à des moments importants de la littérature et ou du livre physique. Parce que ce que nous dit du Rozoy, c'est qu'au fond, on ne peut pas séparer l'objet, livre, et ce qui est contenu. C'est un peu la thèse de Luc aussi. Les livres, c'est beaucoup plus que des livres. Ça englobe une réalité beaucoup plus vaste. Et on ne parle pas de la bibliothèque, qui est un assemblage disparate de livres. Il y a quelques jours, j'ai consacré une vidéo, et vous avez il y a Rémi Ferland qui m'a rappelé que le scarabée en question, et il a cité un beau passage, qu'il en soit ici remercié, s'il écoute cette petite vidéo, et même s'il ne l'écoute pas, qu'il soit remercié, Le voyage en Orient de Gérard de Nerval. Et il rappelait que le scarabée en question était un bouseux. Alors oui, qui amasse sa... Je n'en dirai pas davantage sur cette bibliothèque, mais disons l'énigmatique Monsieur T continue de nous livrer des surprises dans ce que nous découvrons dans sa bibliothèque. Et des surprises qui, ma foi, sont un peu inquiétantes. Je ne divulguerai rien. On va dire que ça va rentrer dans la catégorie secret de libraire. Ça existe. Mais, en fait, qu'est-ce qui pourrait le plus m'étonner? Je repense sans arrêt cette phrase de Rémi de Gourmont qui disait « Un honnête homme ne s'étonne de rien ». Est-ce que je suis vraiment étonné? Pas vraiment. Mais ça demeure quand même... il y a des comportements humains obscurs qui donnent à réfléchir. Et il y a des zones d'ombre. Et ce qui peut être surprenant dans ma pratique, c'est que certaines bibliothèques, eh bien, recèlent des zones d'ombre assez importantes parfois. Et elles sont évidemment le reflet de son propriétaire, mais dans le cas de l'énigmatique Monsieur T, il n'y avait aucun rayonnage, donc il n'y avait aucun cadre. Il faut garder ça présent à l'esprit. C'était une masse énorme. C'était car nous l'avons fait disparaître, mon collègue René et moi. Nous l'avons littéralement fait disparaître. Et cette boule était pleine de secrets. Et certains d'entre eux nous sont apparus de manière inopportune. Certains de ces secrets nous ont été révélés et la lumière que nous en avons reçue, une lumière froide, une lumière troublante, nous en dit long sur les zones d'ombre que peut contenir la psyché humaine. Et assurément, cet homme était vraisemblablement même un mystère pour lui-même. Alors, je continue avec mes exemples de titres. Comment un penseur marxiste peut-il justifier sa bibliophilie? Là, il est question ici de Benjamin. Pourquoi continuer à écrire? Ici, il est question de Borghese. Peut-on sauver les textes sans livre? Bonne question. Et le passage que je vais vous lire, que je vous propose à la lecture, je l'avais retenu, et puis alors je vais aller vers la fin. Un auteur que je ne connaissais pas, justement. Alors peut-être que je vais plutôt aller vous présenter quelque chose que je ne connaissais pas.
regarde l'index des auteurs. Je vais retourner. À moins que je... Cette question, est-ce qu'un marxiste... Je pourrais peut-être tenter d'y répondre sans même avoir recours au texte de Gérard Durozoy, texte consacré à Benjamin. Est-ce qu'un marxiste peut être un bibliophile? Les quelques marxistes qu'il m'a été donné de rencontrer dans mon existence avaient souvent un rapport trouble, sinon ambigu, avec la culture, qu'ils jugeaient appartenir à l'ordre bourgeois qu'il fallait nécessairement renverser. Marx a écrit des textes importants sur la fétichisation de la marchandise. Le livre est également un fétiche, en tout cas pour peut-être quelques-uns d'entre vous, et pour moi assurément. Et la fétichisation du livre, pour un marxiste, le livre fétiche par excellence, va sans dire, c'est Marx. Et les marxistes de stricte obédience qu'il m'a été donné de rencontrer étaient plutôt pauvres en bibliothèque. Et s'il leur arrivait de lire d'autres livres que les auteurs affiliés au marxisme, c'était parfois des livres qu'ils empruntaient à la bibliothèque, jugeant que le service public pouvait alimenter leur réflexion ou peut-être parfois leur offrir quelques moments de distraction, les reposant des arides lectures de Marx. Marx, c'est pas un auteur qu'on lit... c'est pas un auteur qu'on lit avec plaisir, je pense. Les marxiens, ceux qui ont fini par picorer dans son corpus assez gigantesque, ont été d'une certaine manière plus créatifs que lui, car ils ont pris un angle et qu'ils l'ont développé. Ils ont pris une facette de la pensée marxienne est plutôt juste, et ils ont brodé, ils ont développé, ils ont amplifié. Alors bien souvent, les marxiens contemporains, qui sont quand même assez nombreux, peuvent être tout de même très intéressants. Alors d'emblée, j'aurais envie de répondre que non. Un marxiste bon teint ne peut pas être un bibliophile. J'en ai pas rencontré, en tout cas. Ceux que j'ai vus, parce que ce qui arrive dans ma pratique en ce moment, c'est que beaucoup des gens de la génération des années 70-80, qui se sont abreuvés au petit lait de Marx, finissent donc par prendre leur retraite, finissent aussi parfois par disperser leur bibliothèque, qui n'est pas non abondante. Mais cependant, les livres de Marx et de ses épigones le sont. Alors, c'est tant et si bien que je me retrouve sans arrêt avec des livres, comme on pourrait le laisser croire, qui viennent alimenter le marxisme culturel, qui est cet agrégat de micro-révolutions, d'ultra-minorités, qui n'aurait qu'un seul objectif, une fois les révolutions moléculaires, la révolution moléculaire en marche, de renverser le système capitaliste. Pour ma part, j'ai l'impression qu'elles ne font que lui donner plus de puissance. Je n'ai pas l'impression que toute la mouvance wokiste met à mal le capitalisme. J'ai l'impression qu'au contraire, il
Et quand on regarde comment les grandes compagnies qui ne s'y trompent pas font la promotion de pratiquement tout ce qui existe d'ultra-groupes minoritaires, faisant le calcul sans doute que l'immense majorité des gens n'y feront pas attention. Est-ce que je vais vous lire un passage ou pas? Écoutez, ça serait... Bon, oui, je vais quand même y aller avec un passage. On reviendra sur cette histoire du marxisme culturel. Des livres pour deviner ce que sont les livres. Voilà. Et c'est Bruno Munari, Prélibri, 1980. Au lieu de faire des discours, je montre. Bruno Munari. Peintre et designer. Bruno Munari, 1907-1998, a consacré de nombreux ouvrages à ses activités professionnelles, textes de réflexion théorique, ou mettant en pratique ses conceptions, comme dans une série de livres illisibles, sans texte, réalisés entre 1949 et 1995, et joints sur différents papiers, sur quelques formes non figuratives, se combinant à travers les découpages des textes et sur des fils de couleurs traversant ces dernières. Mais il s'est également passionné pour les livres destinés aux enfants. Tiens. Dirigeant de 1972 à 1978 la collection Tanti Bambini, où sont parus plus de 60 titres et publiant lui-même plus d'une quarantaine d'ouvrages dans lesquels il a trouvé l'occasion de réfléchir sur les matériaux composant un livre et sur ses différentes définitions possibles. Parce qu'il était insatisfait de ce que lui proposait le commerce, il imagine en 1945, pour son fils de 5 ans, une série de 7 livres surprises, aux pages irrégulières, éventuellement enrichis de petits volets révélant une image complémentaire. Le premier, jamais content, présente 5 doubles planches où sont figurés de grands animaux, chacun ayant sur la tête une languette qui dévoile ses rêves. La galerie zoologique, d'abord perçue ce double d'espace onirique, proposant, comme un autre livre ou le complément du premier. Le vendeur d'oiseaux recourt à des pages de format décroissant pour présenter des animaux de plus en plus petits. Flamand rose, porc-épic, tatou, chauve-souris, etc. Le cadeau de Marc raconte les efforts d'un père qui, pour amener un cadeau d'anniversaire à son fils, est obligé d'emprunter des moyens de locomotion de moins en moins rapides, tandis que les pages où il se démène rétrécissent de plus en plus. Après ces exercices sur les formats de pages et leur ajout possible, Munari utilise différents papiers pour leur capacité à produire des significations venant s'ajouter au texte. Le noir désigne la nuit. Le calque évoque le brouillard. La rosée où s'agitent des insectes, dont on entend le crissement en tournant les pages. Le gris renvoie à la terre ou à une grotte. Dans la nuit noire, les enrichit de petites perforations, laissant passer la lumière de la lune ou de lucioles, ou de découpes irrégulières permettant l'accès dans la grotte, où l'on découvre de célèbres dessins préhistoriques. Les textes de tels albums, bien que généralement très brefs, supposent que l'enfant sait lire, ou bien qu'on lui fait la lecture pendant qu'il regarde les images.
En dépit des innovations apportées à leur présentation, leur usage reste donc traditionnel. Il n'en va plus de même avec les 12 prélibris proposés en 1980. Le public est celui des bambins de 2 ou 3 ans. C'est pourquoi il s'agit bien de pré-livres. Ils n'offrent aucun texte, mais pas davantage d'images, menant à son terme la réflexion de leur auteur sur l'aspect du papier. Ils ne donnent à éprouver que des matières. Leur petit format carré, 10 cm de côté, en permet une manipulation aisée et leur approche au-delà du visuel peut être aussi bien tactile que sonore. Le petit enfant découvre différents matériaux, bois, carton, plastique, feutrine, ou différentes manières de faire tenir les pages ensemble, reliure à spirale, par couture, en ficelle. Il y trouve une plume, un bouton à passer dans la boutonnière de la page précédente, un fil de laine traversant le mince volume, des découpes géométriques superposées qui autorisent l'utilisation du prélivre comme masque ou comme lunette. Le prélivre sollicite l'imagination avec des moyens extrêmement simples pour suggérer à l'enfant que le livre est un objet facilement maîtrisable, mais aussi qu'il n'en finit pas de réserver de multiples surprises pour peu qu'on se donne la peine d'aller y voir d'un peu plus près et de ne pas le laisser à l'abandon. Une surprise trouvée dans un livre quand on est tout petit, dit Munari, conduit à la rechercher toute sa vie dans les livres. Et il n'est pas impossible qu'elle suscite l'envie de savoir lire le plus vite possible. Ça a été mon cas, moi. Tout petit, j'ai reçu de ma mère un livre, un tout petit livre, très, très coloré, publié en Pologne. Et la Pologne, dans mon esprit d'enfant, représentait l'univers des livres. Et ce choc initial, ce rosebud, si je peux dire, a été le commencement d'une passion qui n'a jamais cessé depuis. Sans doute j'y reviendrai à un moment donné sur le choc initial qu'un enfant peut éprouver à la rencontre d'un livre. Un livre et après il y a eu d'autres rencontres évidemment. Mais cette première rencontre, c'est un petit livre d'images, un livre imprimé en Pologne. Sans doute, ma mère l'avait-elle ramené d'un de ses voyages qu'elle avait fait au milieu des années 60. Ma mère a beaucoup, beaucoup voyagé. Et elle avait des amis partout en Europe. Alors, je conclus cette petite vidéo que j'offre à Luc, qui va dans son vidéo, qui va un peu dans le sens de ses démarches, et à Bernard, qui m'écoute peut-être. J'ai lu avec beaucoup d'émotion votre mail reçu il y a quelques jours. J'étais vraiment, vraiment très ému et je vais prendre le temps de vous y répondre plus longuement. Mais sachez simplement que vos mots me sont allés droit au cœur et que oui, nous formons une petite communauté invisible de lecteurs et que oui, je ne sais si cette vidéo trouvera un écho chez quelques-uns d'entre vous, mais je sais que nous partageons un certain nombre d'intérêts pour la chose livre, inutile de le préciser, mais également pour d'autres choses qui sont reliées au livre.
le monde dans lequel nous vivons, par exemple. Le monde comme une grande bibliothèque, comme une très vaste bibliothèque. On aurait envie de dire, il n'y a pas juste beaucoup de demeures dans la maison du Père. Il y aurait beaucoup, beaucoup de livres dans la grande bibliothèque universelle. Et tout y est, au fond. Même si le livre subit une rude compétition de la part d'autres formes de communication, mais le livre, ce n'est pas non plus une forme de communication. Ça peut être également une forme de communion. Et le livre aussi, c'est pas juste une rencontre avec les autres. C'est bien souvent, d'abord et avant tout, une rencontre avec soi-même. Et c'est dans le secret de sa propre bibliothèque que certains éléments de notre psyché se trouvent soit dissimulés ou offerts à la vue. À demain.